J'ai donc l'honneur de vous présenter notre proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil dans les politiques publiques. Ce texte est le résultat d'un travail rigoureux de la commission d'enquête du Sénat, créée à l'initiative de mon groupe, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Il s'appuie sur 4 mois d'investigation, 40 auditions et l'analyse de 7300 documents. Nous poursuivons 3 objectifs: en finir avec l'opacité des prestations de conseil, mieux les encadrer et renforcer les exigences déontologiques des consultants. Il ne s'agit pas là d'interdire, par principe, le recours au cabinet de conseil, mais bien de fixer un cadre clair pour mettre fin aux dérives constatées par la commission d'enquête. Cette démarche est transpartisane. Elle a associé tous les groupes politiques de notre Assemblée. Je veux ici remercier l'ensemble des membres de la commission d'enquête pour leur soutien, ainsi que la commission des lois et sa rapporteure, Cécile Cukierman, pour les améliorations apportées au texte. C'est le pluralisme sénatorial qui s'exprime ce soir. Je crois que nous pouvons en être fiers sur tous les bancs de notre hémicycle. Je souhaite également remercier très sincèrement le président Arnaud Bazin, qui fut également président de la commission d'enquête, avec qui nous travaillons de concert dès le premier jour. La commission d'enquête a mis au jour un phénomène tentaculaire, l'influence croissante de consultants privés sur des pans entiers des politiques publiques. La crise sanitaire, la stratégie nationale de santé, l'avenir du métier d'enseignant, la mise en œuvre de la réforme des APL, les états généraux de la justice. La liste des missions déléguées à des cabinets privés est tellement foisonnante qu'elle en donne le tournis, au point de se demander s'il y a un pilote dans l'avion. En 2021, la facture des consultants s'élève à au moins 1 milliard d'euros pour l'État et ses opérateurs. Elle a plus que doublé depuis 2018. En pratique, les cabinets de conseil n'ont pas de problème de pouvoir d'achat. Une journée de consultant coûte en moyenne 1 500 € à l'État, ce chiffre ayant atteint 2 168 € pendant la crise sanitaire. Malgré ce niveau de rémunération, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Capgemini a par exemple reçu 280 200 € pour une mission sur le handicap, alors que l'évaluation parle, je cite, d'une valeur ajoutée quasi nulle, parle du cabinet bien évidemment, contre-productif parfois, fin de citation. BCG et Ernst & Young ont reçu 558 900 € pour organiser une convention des managers de l'État en décembre 2018 qui n'aura finalement jamais lieu. McKinsey a reçu en novembre 2019 957 000 € pour une mission commandée par la CNAV visant, je cite encore, à aider la Caisse à se transformer en vue de la réforme des retraites, alors que celle-ci, tout le monde s'en souvient, a été abandonnée. De telles dérives sont inacceptables, surtout lorsqu'il s'agit d'argent public et surtout dans le contexte actuel. Au quotidien, l'opacité règne sur les prestations des cabinets de conseil qui souhaitent rester, excusez l'anglicisme, behind the scene, pour reprendre leur expression. À titre d'exemple, la commission Cyrulnik sur les 1000 premiers jours de l'enfant n'était pas au courant que l'État avait missionné le cabinet Roland Berger en parallèle de ses travaux. Ce cabinet a touché plus de 425 000 € pour un travail qui, je cite encore, n'était pas à la hauteur d'un cabinet de stratégie, selon donc l'évaluation de la DITP. Dans le même temps, les membres de la commission Cyrulnik, médecins et experts de haut niveau, étaient bénévoles et avaient du mal à se faire rembourser leurs frais de déplacement pour se rendre aux réunions. C'était 2 poids, 2 mesures. Si notre commission d'enquête a été un exercice de transparence démocratique, on constate un retour à l'opacité depuis. Au-delà de l'exercice de communication, le jaune que le gouvernement a publié la semaine dernière est lacunaire et, je dois dire, très décevant. Lacunaire car il exclut le conseil en informatique et ne couvre que la moitié du périmètre de la commission d'enquête. Il ne concerne que 470 millions € de prestations contre 894 millions dans nos travaux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Décevant, car le gouvernement se refuse à publier la liste de ses prestations de conseil alors qu'il s'agit d'une information essentielle que nos concitoyens sont en droit de connaître. En pratique, les ministères traînent des pieds pour répondre aux demandes des journalistes, entretenant ainsi ce climat d'opacité. Pour gagner du temps,
l'État refuse toujours de communiquer des documents malgré les avis favorables de la CADA. Le 21 janvier dernier, un journaliste de Next Impact demandait au ministère de l'Éducation nationale une copie du rapport de McKinsey sur l'avenir du métier d'enseignant, facturé pour une somme exorbitante de 496 800 €. 10 mois plus tard, il attend toujours. Le 12 octobre, le journal Le Monde annonçait sa volonté de saisir la justice face aux non-réponses de l'Élysée, de Matignon et de la plupart des ministères. Le gouvernement ne doit pas avoir peur de la transparence, bien au contraire. C'est pourquoi notre PPL imposera la publication de la liste des prestations de conseil de l'État et de ses opérateurs, ainsi que des bons de commande et des évaluations de prestations. Ces informations figureront dans le rapport social unique pour que les fonctionnaires puissent en débattre. Les agents publics ressentent en effet un profond malaise lorsque des consultants viennent leur expliquer leur métier à coups de post-it, de jeux de rôle ou encore de paperboard. C'est le cas à l'OFPRA, où les consultants de Wavestone chassent ce qu'ils appellent des irritants pour réduire le délai de traitement des demandes d'asile. Autre exemple, pendant la campagne de vaccination, McKinsey utilisant le logo de l'administration pour rédiger ses livrables. Et M. Véran, ancien ministre de la Santé, d'affirmer devant notre commission d'enquête, je cite encore, « Si vous aviez voulu les documents estampillés McKinsey présents dans le dossier, vous auriez trouvé une feuille blanche. » C'est étrange pour une prestation facturée plus de 12 millions d'euros. C'est pourquoi nous souhaitons éviter toute confusion entre les fonctionnaires et les cabinets de conseil qui ne pourront plus utiliser les signes distinctifs de l'administration. À l'initiative de Michael Valette, nous proposons de bannir les expressions anglo-saxonnes d'inspiration managériale comme benchmark, lean management ou encore key learning. Conformément à l'article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français, y compris pour les consultants. Certains ont résumé notre texte à la PPL dite McKinsey. Certes, les pratiques de ce cabinet ont choqué nos compatriotes, en particulier sur le plan fiscal. 0 impôt sur les sociétés pendant 10 ans, alors que son chiffre d'affaires atteint 450 millions par an. Comble de l'ironie, le 11 juillet dernier, sur BFM Business, la directrice générale de McKinsey rejetait la faute sur le coût du travail en France, qui reste bien évidemment trop élevé à son goût. En réalité, McKinsey peut remercier le mécanisme des prix de transfert et le paradis fiscal du Delaware. Il continue d'ailleurs de candidater au marché public. Il a été désigné titulaire de son rang du marché de l'UGAP, attribué en plein été. Mais notre proposition de loi va bien au-delà de ce seul cabinet. Le recours aux consultants est devenu un réflexe pour l'administration, alors qu'elle dispose des compétences en interne. On a parfois l'impression que l'État se fie davantage au PowerPoint de ses consultants qu'au travail de ses agents. Au fond, le recours croissant au cabinet de conseil illustre une certaine vision de l'État, un État en mode start-up, pour reprendre le titre d'un ouvrage évoqué pendant l'audition de McKinsey. En déléguant ses missions stratégiques à des cabinets privés, l'État risque toutefois de perdre en souveraineté au bénéfice des multinationales du Conseil. Nous serons tous d'accord pour éviter un tel risque. Le gouvernement lui-même a d'ores et déjà pris des mesures, la plupart du temps en réaction à nos travaux. Nous gardons bien évidemment à l'esprit la circulaire signée le 19 janvier dernier, le même jour de l'audition d'Amélie de Montchalin devant notre commission d'enquête. Le hasard fait parfois bien les choses. Monsieur le ministre, le gouvernement a besoin de notre PPL pour mieux encadrer le recours au cabinet de conseil. Vous le savez, car nous avons eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur le sujet de manière franche et directe. C'est pourquoi nous vous demandons solennellement d'inscrire notre proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale sans en réduire l'ambition. Nous avons un devoir de responsabilité vis-à-vis des Français qui se sont emparés du sujet et qui souhaitent que les choses changent. L'enjeu dépasse même notre pays. Le 30 septembre dernier, Radio-Canada a annoncé que McKinsey avait été payé 35 000 $ par jour pendant la crise sanitaire au Québec, dans l'opacité la plus totale. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons ensemble le devoir de fixer des règles plus claires pour les consultants dans l'intérêt de l'État et de nos politiques publiques. Ce n'est pas qu'un souhait des parlementaires que nous sommes dans notre diversité. C'est une exigence devenue populaire au fil des travaux de notre commission.
Notre débat de ce soir est attendu et je fais confiance à notre Haute Assemblée pour être à la hauteur de cette exigence. Je vous remercie. La parole est à présent à Madame Cécile Cukierman, rapporteure de la commission des lois. Monsieur le Président de la Commission de loi, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La proposition de loi de nos collègues Éliane Assassi et Arnaud Bazin est ambitieuse et profondément novatrice. Elle a été nourrie par les travaux que la commission d'enquête a conduits pendant plusieurs mois sur l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Ces travaux ont suscité de nombreuses réactions du gouvernement et de l'administration, comme des consultants. Circulaire du Premier ministre, refonte de l'accord-cadre de la direction interministérielle de la transformation publique, dont l'équipe de conseil interne doit être renforcée, rédaction par l'organisation professionnelle Syntec Conseil d'une charte de déontologie spécifique pour les interventions de conseil auprès du secteur public et très récemment, publication par le gouvernement d'une annexe au projet de finances pour 2023, vous me permettrez, Monsieur le Ministre, de ne pas utiliser ici l'expression de jaune budgétaire, mais je pense que nous y reviendrons. Si ces initiatives vont dans la bonne direction, elles restent insuffisantes, n'ayant pas le caractère général et pérenne souhaité. La commission des lois estime par conséquent qu'une loi instituant un cadre unifié, contrôlé et sanctionné est aujourd'hui nécessaire. Le texte proposé par nos collègues Éliane Assassi et Arnaud Bazin répond à 4 enjeux, tous essentiels dans le cadre d'une démocratie que l'on souhaite mature. Un enjeu de transparence vis-à-vis des parlementaires, mais surtout à destination des citoyens. Un enjeu de maîtrise de la dépense publique, un enjeu de souveraineté à travers l'action de l'État et enfin un enjeu de probité. Il a été co-signé par la quasi-intégralité des membres de la commission d'enquête et est le fruit d'un travail transpartisan. La commission des lois a donc tenu à conserver cet équilibre tout en l'ajustant pour lui apporter une pleine effectivité. Dans cet esprit, elle a sécurisé le périmètre de la proposition de loi en choisissant une rédaction plus précise juridiquement, préférant la catégorie des établissements publics de l'État à celle d'opérateurs et en évitant les chevauchements de compétences avec les conseils de discipline des professions réglementées de droit. Elle a renforcé l'exigence de transparence et clarifié le partage des responsabilités entre administration et consultants. La Commission a également rendu plus dissuasive l'amende administrative qui serait exigée des personnes morales ne respectant pas les nouvelles obligations mises en place en la portant à un montant proportionnel à leur chiffre d'affaires mondial. Elle a enfin apporté des garanties à la procédure de vérification sur place et créé un mécanisme de régularisation en cas d'exclusion des procédures de passation des marchés publics. Cela étant dit, j'ai bien conscience que le texte adopté par la Commission n'est qu'un point d'étape et non un aboutissement. Certains sujets importants restent en effet en débat, mais ils nécessitent le temps de la réflexion que permet la navette et le débat parlementaire. Il en va ainsi du champ d'application de la proposition de loi, s'agissant aussi bien des administrations bénéficiaires que des prestations de conseil concernées. Pour ce qui est de la liste des administrations bénéficiaires, tout d'abord, la question de l'inclusion ou non des collectivités territoriales se pose, c'est indéniable. Loin de nous d'ailleurs l'idée d'opposer un État friand de prestations de conseil à des collectivités territoriales qui n'y recourraient jamais. Toutefois, cette question ne peut être réglée sans consulter les associations d'élus locaux et sans comprendre quelles en seraient les conséquences sur le fonctionnement de ces mêmes collectivités territoriales. Nous n'allons donc pas le faire au détour d'un amendement de séance, ce serait alors affaiblir, y compris les objectifs voulus. De même, la question des seuils est récurrente, y compris pour les établissements publics de l'État, que nous avons intégrés dans le champ d'application de la proposition de loi. Cependant, en l'absence d'informations permettant d'établir la liste précise des établissements publics concernés par tel ou tel seuil, il nous semble prématuré à ce stade d'en fixer un. Dans le même ordre d'idées, la liste des prestations de conseil entrant dans le champ de la proposition de loi mériterait très certainement d'être affinée ultérieurement.
À ce stade, le gouvernement et quelques-uns de nos collègues ont donc formulé un certain nombre de propositions. Une partie d'entre elles remettent en cause l'architecture du texte, en particulier le rôle accordé à la haute autorité à la transparence de la vie publique et le recours à des sanctions administratives, ou reviennent sur la substance des obligations mises à la charge de l'État, en particulier en matière de transparence. C'est pourquoi la Commission s'y opposera. D'autres suggèrent des modifications plus restreintes. Nous ne les avons pas retenues à ce stade pour nous concentrer sur le cadre général. Nous pourrons, pour certaines, très certainement y revenir dans la suite de la navette. Enfin, certains auraient souhaité saisir l'occasion de ce texte pour renforcer le cadre législatif s'appliquant aux représentants d'intérêts. Ils en ont été empêchés par l'application de l'article 45 de la Constitution et surtout, là encore, la volonté de préserver l'équilibre de cette proposition de loi issue du travail de la commission d'enquête. Ce sujet demeure cependant important et mériterait un texte à part. Notre comité de déontologie mène d'ailleurs une réflexion sur les règles applicables aux représentants d'intérêts au Sénat. Je crois que ce soir, nous fixons un cadre. Nous coulons en quelque sorte les fondations, mais tout ne sera pas terminé ce soir et après l'examen du texte ici au Sénat. Il y aura besoin, comme je l'ai déjà dit, de poursuivre le dialogue, d'améliorer pour rendre applicable et effective cette proposition de loi. Notre rôle ici n'est certainement pas d'affaiblir l'État et à travers lui notre République. Il est au contraire de chercher à prendre les meilleures décisions pour changer des pratiques qui ont conduit progressivement à externaliser une partie de la prise de décision vers le secteur privé. Nous ne sommes donc pas là pour tout renverser, mais bien pour mener pleinement notre rôle de parlementaire, celui du travail de contrôle comme celui d'initiative législative. Et donc, nous ne doutons pas que l'Assemblée nationale fera de même, fera pleinement son rôle et inscrira et examinera dans les semaines, les mois à venir, cette proposition de loi. Pour conclure, la Commission vous invite donc à adopter son texte enrichi de quelques amendements pour poser, comme je l'ai dit, les premiers grands jalons de l'encadrement de l'activité des cabinets de conseil auprès de l'État et de ses administrations, dans un délai qui nous a été contraints par le temps. Nous aurions certainement eu loisir de mener plus d'auditions, certainement plus longtemps, mais je crois que nous arrivons là, en tout cas, après le travail de la Commission, à un équilibre qui préserve celui souhaité par les différents auteurs de cette proposition de loi. Je tiens à remercier bien évidemment les services de la Commission des lois qui m'ont accompagné avec un rythme soutenu au cours de ces quelques semaines pour pouvoir vous présenter le rapport et ce texte de commission ici ce soir. Et j'inviterai bien évidemment l'ensemble de mes collègues à voter favorablement. Et la parole est maintenant à Monsieur Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Monsieur le Président, Madame la Présidente Assassi, Monsieur le Président Bazin, Monsieur le Président de la Commission Jean-Noël Buffet, Madame la rapporteure Cécile Cukierman, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, je veux le dire clairement, est stratégique. Il s'agit de la capacité de la puissance publique à agir, à répondre efficacement aux grands défis auxquels nous sommes confrontés. Et nous choisissons ensemble ce soir, c'est là où nous nous rejoignons, je vous en remercier, d'aborder ce sujet dans l'objectif de renforcer la puissance publique et sans jamais laisser ce sujet aux populistes. Je veux le dire, les populistes ne cherchent qu'une seule chose, créer la polémique, affaiblir le gouvernement, ce faisant l'État, et quand nous aurons proposé des solutions, ils passeront à la prochaine polémique. Ça n'est pas l'esprit des travaux que vous avez menés, ça n'est pas l'esprit du travail que nous mènerons ensemble ce soir. Je souhaite que nous examinions ce texte dans l'esprit qui vous a animé, de façon transpartisane, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, ou plutôt en étant rassemblés dans un seul camp, celui de ceux qui souhaitent renforcer l'État. Et sur ce sujet, la philosophie du gouvernement est claire. Est-ce que l'État doit pouvoir faire appel à des compétences dont il ne dispose pas en interne ?
Je crois que la réponse est oui. Mais est-ce que l'État doit se renforcer, doit se réarmer, doit développer ses compétences, doit se doter d'un cadre renforcé pour recourir à des prestations de conseil externes? Oui, je réponds également positivement à ces questions-là. Et je veux saluer, en démarrant nos travaux, l'engagement du Sénat et de la commission d'enquête transpartisane créée à l'initiative, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, présidé par le sénateur Bazin et dont les travaux ont été rapportés par la présidente Assassi. Vous avez mené un travail en profondeur, précis, sérieux, avec des propositions concrètes sur le sujet. Les membres de la commission ont estimé que ces propositions nécessitaient une traduction législative. Le gouvernement en prend acte et nous travaillons sur ce texte de façon tout aussi attentive et exigeante. Et je me présente ce soir devant vous avec la volonté d'avancer sur ces sujets. Et à l'appui de ces affirmations, je veux dire que nous avons agi concrètement pour encadrer le recours aux prestations de conseil. D'abord, vous l'avez rappelé, avec la circulaire du Premier ministre du 19 janvier 2022. Elle a fixé à la fois des modalités de contrôle interne et un cap en matière de réduction des dépenses de conseil à court terme. Nous sommes en voie de tenir cet objectif. C'est aussi vrai des modalités de contrôle. Je le dis devant la Chambre haute, une mission inter-inspection portée par la Première ministre sera menée d'ici la fin de l'année pour vérifier la bonne application de ce point de contrôle interne et faire le point sur ce qu'il nous reste à faire. Deuxièmement, dès ma nomination, j'ai mis en place un nouveau cadre clair et renforcé sur le recours aux prestations de conseil. C'est l'accord cadre interministériel porté par la DITP qui entrera en vigueur en janvier 2023 et sera d'utilisation exclusive pour les services de l'État. Cet accord intègre pleinement les recommandations de la commission d'enquête en matière de déontologie, en matière de transparence, en matière d'encadrement des données ou de renforcement des risques contre les risques de dépendance des administrations vis-à-vis des prestataires. Troisièmement, afin de réarmer concrètement l'État, j'ai aussi initié le renforcement de nos moyens humains. Vous l'avez souligné, Madame la rapporteure, en créant 15 postes dédiés au sein de la DITP pour une administration qui compte une centaine de fonctionnaires aujourd'hui. Vous le verrez dans les engagements budgétaires dont vous aurez à débattre dans le cadre du projet de loi de finances. J'ajoute enfin un point très concret. Nous avons créé cette année un document qui fait la synthèse de l'ensemble des dépenses de conseil de l'État et dont j'ai tenu, bien entendu, à ce qu'il vous soit rendu disponible avant l'examen de cette proposition de loi. Ce document est annexé au PLF 2023. Je veux prendre devant vous 2 engagements concernant ce document. D'abord, c'est de porter un amendement dans le PLF 2023 dès l'examen du texte budgétaire à l'Assemblée nationale pour que ce document soit gravé dans le marbre et devienne un jaune budgétaire pour de bon, Madame la rapporteure, une annexe pérenne dans le cadre de l'examen des lois de finances que nous aurons à examiner chaque année. Le deuxième engagement, j'aurai l'occasion d'y revenir dans nos débats, c'est de renforcer le volume et la précision, la granularité des informations qui seront portées à connaissance dans ce jaune budgétaire. Vous le voyez, nous avançons, nous agissons, nous prenons des dispositions pour renforcer l'État en prenant en compte les recommandations du Sénat. Et c'est dans cet état d'esprit que je veux aborder la proposition de loi qui va occuper nos travaux ce soir, dans un état d'esprit constructif, sincère, dans les finalités portées par ce texte et exigeant dans l'effectivité et la proportionnalité des dispositions que nous allons discuter ensemble. Je vous le disais, je partage l'objectif premier de ce texte, une meilleure maîtrise par la puissance publique des moyens qu'elle mobilise et celui de neutralité des prestations de conseil sur la décision publique qui doit rester pleine et entière. Et je réaffirme tout l'intérêt de disposer d'un cadre légal clair et stable en la matière. Un point de méthode pour nos discussions ce soir. Je vais vous dire les axes de travail que j'identifie pour renforcer le texte et je prends l'engagement pour les débats qui vont suivre de toujours vous indiquer en transparence les points qui me semblent soit
inopérant, soit disproportionné, et de toujours faire des propositions. Je ne porte aucun amendement de suppression sans contre-proposition d'une certaine façon que je souhaiterais vous soumettre. Les 3 sujets que j'identifie sont les suivants. D'abord, vous l'avez mentionné, Madame la rapporteure, le périmètre de la proposition de loi établi par l'article 1er. J'ai beaucoup parlé de puissance publique, je l'ai fait à dessein, car il nous semble essentiel de faire en sorte que le cadre proposé par l'article 1er s'applique également aux collectivités territoriales qui ont aussi recours au cabinet de conseil. Nous aurons l'occasion d'en discuter, et des amendements ont été portés en ce sens sur différents bancs dans cet hémicycle. Deuxième sujet, sur la question de la transparence à la fois des prestations et des compétences de l'État. Le gouvernement porte des amendements afin de recentrer en un article unique les dispositions portées dans les articles 3, 4 et 8. Il s'agit de rendre, j'aurai l'occasion de vous présenter cette proposition plus claire, plus lisible et donc plus exploitable, les informations transmises par le gouvernement sur le recours aux prestations de conseil. Enfin, troisième sujet, sur le mécanisme de contrôle déontologique de sanctions. Je souhaite que le contrôle exercé soit proportionnel à l'objectif poursuivi. Je crois très sincèrement que c'est une condition d'effectivité des mécanismes proposés. Nous aurons cette discussion pour les dispositifs qui concernent les déclarations d'intérêt exigées pour les consultants, mais aussi sur les mécanismes de contrôle de la HATVP et la question de la régulation des mouvements entre secteur public et secteur du conseil. Au fond, je viens de vous donner les 3 champs sur lesquels j'aurai des propositions à formuler et sur lesquels je souhaite surtout que nous ayons vraiment un vrai débat de fond pour nous assurer de la bonne effectivité de la loi. Madame la Présidente, vous m'interrogez au fond sur l'avenir de ce texte. J'ai la volonté que ce texte chemine. Je l'ai dit publiquement, je le réaffirme ici devant vous. Sur les modalités de son examen, que ce soit dans le cadre d'une niche parlementaire dont la programmation est à la main de chaque groupe ou sur le temps réservé au gouvernement, vous comprendrez qu'il est important pour le gouvernement que nous puissions examiner ce texte et de voir de quel texte on parle à l'issue des travaux que nous aurons ce soir sur lesquels la Haute Assemblée aura à se prononcer. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je souhaite que nous puissions maintenant rentrer dans le débat au fond. Je crois que c'est ce que vous et moi attendons pour ce soir. Je vous remercie. Comme Éliane Assassi, je souhaite remercier tout d'abord l'ensemble des membres de notre commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider. Que de chemin parcouru depuis la réunion constitutive du 25 novembre 2021, il y a bientôt 1 an. Notre rapport était transpartisan, tout comme cette proposition de loi. C'est à la fois un gage de sérieux et d'équilibre partagé sur tous les bancs de l'hémicycle. Je salue également le travail de la commission des lois qui a amélioré le texte et je remercie la rapporteure pour son écoute et sa connaissance du sujet. Que les choses soient claires, nous ne légiférons pas contre les cabinets de conseil dont nous ne remettons pas en cause le professionnalisme, mais pour mieux encadrer leurs prestations et en finir avec l'opacité déplorée par la commission d'enquête. J'appelle aussi le gouvernement à inscrire notre proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Nos concitoyens ne comprendraient pas que ce texte se retrouve bloqué dans la navette parlementaire. Cela ne serait pas à la hauteur des enjeux soulevés par la commission d'enquête. Je vais concentrer mon intervention sur les aspects déontologiques, ce qui ne va pas vous surprendre. La commission d'enquête a mis en lumière 3 risques. Les conflits d'intérêts, les cabinets de conseil conseillant simultanément plusieurs clients dont les intérêts peuvent diverger, la porosité lorsque les cabinets recrutent d'anciens responsables publics, ce que l'on appelle le pantouflage, et enfin le pied dans la porte lorsque les consultants interviennent gratuitement, pro bono, pour l'administration. Ce sont par exemple les cabinets McKinsey, Boston Consulting Group qui ont organisé les sommets Tech for Good et Choose France à l'Élysée. Ces prestations étaient même devenues banales, alors qu'elles servaient en réalité la stratégie commerciale des consultants. Avec cette proposition de loi, nous faisons le choix de la clarté. Nous interdisons purement et simplement le pro bono, ce que le gouvernement n'a jamais fait. Seul resterait le mécénat dans les secteurs bien circonscrits comme l'humanitaire, la culture ou l'éducation. Pour plus de transparence, le mécénat ferait l'objet d'une déclaration à la Haute Autorité pour la transparence,
tout comme les actions de démarchage ou de prospection commerciale des cabinets de conseil. Dans la même logique, nous souhaitons que les cabinets de conseil et les consultants remplissent des déclarations d'intérêt sous le contrôle de la haute autorité. L'État est en droit de connaître les autres clients de ces consultants afin de mieux prévenir les conflits d'intérêts et surtout d'y mettre fin. Un État aveugle sur le plan déontologique est un État en danger. L'enjeu n'est pas mince au regard des récentes interventions des consultants sur la crise sanitaire ou encore l'évaluation de la stratégie nationale de santé. Des consultants ont fait part de leurs inquiétudes dans la presse. Les déclarations d'intérêt seraient trop lourdes et les forceraient à s'éloigner du secteur public. Qu'ils se rassurent. En tant que parlementaires, nous remplissons des déclarations d'intérêt depuis 2013. La première prend un peu de temps, puis il suffit de l'actualiser, et je pense que des Bac+10 y parviendront sans grande difficulté. Tout ça est loin d'être insurmontable. Je pense que les collègues, ainsi que vous, Monsieur le ministre, vous pourrez le confirmer. Il en est de même pour le pantouflage. Nous n'empêchons pas les consultants d'aller travailler pour l'administration et réciproquement. En revanche, nous souhaitons que l'avis de la haute autorité soit systématique et que l'intéressé lui rende compte de son activité à intervalles réguliers pour vérifier que les exigences de la haute autorité sont bel et bien respectées. Rien d'insurmontable là encore. Cela évitera par exemple qu'un consultant de Capgemini soit embauché au service des correspondances de l'Élysée et recrute ce même cabinet pour moderniser le service. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est bien sûr pas fortuite. Dans un souci d'efficacité, nous souhaitons renforcer les moyens d'investigation et de sanction de la haute autorité. Cette dernière doit pouvoir prononcer des sanctions administratives en cas de manquement déontologique des consultants, ce qui évitera d'engorger les tribunaux. Elle pourra aussi les exclure de la commande publique, ce qui nous semble logique et conforme au droit européen. Vous voyez, mes chers collègues, que nous proposons un dispositif déontologique à la fois complet et cohérent, mettant en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. Vous conviendrez que la confiance de l'administration envers ses consultants n'exclut pas le contrôle, ce qui justifie notre proposition de loi. Je finirai en évoquant les représentants d'intérêt. Ce sujet n'entre pas dans le périmètre de notre texte, comme l'a justement rappelé la commission des lois. Je n'ignore toutefois pas son importance, ni la nécessité de faire évoluer le droit en vigueur. C'est dans cet esprit que le comité de déontologie du Sénat présentera des propositions sur les représentants d'intérêt d'ici à la fin de cette année, après avoir entendu les professionnels du secteur, nous l'avons commencé depuis bientôt 1 an, et les associations. C'est un engagement que nous avons pris auprès du bureau du Sénat et que nous tiendrons. Je vous remercie pour votre attention et pour votre soutien à notre proposition de loi. Et la parole est maintenant à Emmanuel Capus pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi issue des travaux de la commission d'enquête menée à l'initiative de Madame la Présidente Assassi. Cette commission d'enquête trouve son origine dans une polémique née à l'occasion de l'élection présidentielle. Polémique concernant le recours du gouvernement au cabinet de conseil. Certains de nos concitoyens ont en effet été interpellés par le fait que l'État recourt à des cabinets privés pour l'aider à définir sa stratégie. Mes chers collègues, et cela a été dit d'ailleurs par le président Bazin, aussi divers que soient ces services, l'administration n'a pas et ne peut pas avoir en interne les compétences requises pour faire face aux situations qu'elle doit gérer. Le recours à ces cabinets permet donc d'apporter une expertise et de proposer des solutions. C'est ainsi que 72% des près des 900 millions d'euros dépensés par l'État en conseil durant l'année 2021 concernent des prestations informatiques. Tous les responsables politiques savent bien qu'ils ont eu recours aux prestations de conseil ou qu'ils y auront recours un jour. Et nos concitoyens français préfèrent sans doute que l'État prenne des décisions éclairées.
La proposition de loi que nous examinons vise à imposer des obligations de transparence aux prestataires de conseil lorsqu'ils travaillent au bénéfice de l'État et de ses établissements, afin de prévenir les conflits d'intérêts, mais aussi afin d'éviter les allers-retours entre ces cabinets et l'administration. Pour cela, le texte étend le pouvoir de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, déjà en charge du contrôle des principaux responsables et agents publics, ainsi que des lobbies. L'État n'est évidemment pas le seul à recourir aux prestations de conseil. Nos régions, nos départements et nos communes le font aussi très régulièrement. Pour des raisons de périmètre d'enquête, cette proposition de loi ne vise cependant pas les collectivités territoriales. Certains parmi nous s'interrogent cependant sur la nécessité d'inclure les plus importants d'entre elles dans ce dispositif. En vérité, notre groupe s'interroge plus largement sur l'opportunité d'une telle loi. Nous comprenons parfaitement les inquiétudes que l'activité de conseil a pu susciter, mais nous doutons que les moyens proposés soient efficaces et adaptés. L'administration fait appel à de nombreux acteurs afin d'avoir un œil extérieur pour résoudre les difficultés auxquelles elle est confrontée. Nous croyons, mais manifestement nous sommes minoritaires, qu'il n'est pas malsain que public et privé puissent échanger des idées et des personnes. Par ailleurs, quels que soient les conseils, c'est toujours, mes chers collègues, le responsable politique qui décide et qui est responsable des décisions qu'il prend. Cela vaut également pour celle de recourir au conseil. Nous ne sommes donc pas favorables à la création de régimes spécifiques dont l'application est confiée à des autorités spécifiques qui disposeraient de pouvoirs d'enquête et de sanctions spécifiques. Enfin, nous craignons que cette PPL ne renforce des mots très français. Bureaucratie, création de rapports, renforcement de la lourdeur administrative et mécaniquement, augmentation du nombre de fonctionnaires. Ça peut intéresser certains, évidemment. Nous sommes convaincus que notre pays a au contraire besoin de souplesse et de simplicité. Les échanges publics-privés sont monnaie courante dans beaucoup de pays et dans ceux du nord de l'Europe particulièrement. Ils ne s'en sortent pas plus mal. Ces fertilisations croisées sont créatrices de synergies qui améliorent l'efficacité de l'action publique. Bien sûr, nous devons être très attentifs aux ressources de l'administration. Elles proviennent de l'argent des Français et doivent donc être employées à bon escient. Et sans abus, cela va sans dire. Mais nous croyons qu'il faut également veiller à préserver son efficacité, si nous ne voulons pas travailler nous-mêmes à l'impuissance de l'administration. Le gouvernement a annoncé son intention d'encadrer davantage le recours aux prestations de conseil par les administrations publiques, et c'est une bonne chose. L'une des manières de réduire ce recours, la plus efficace pour les libéraux que nous sommes, c'est certainement de réduire le périmètre d'action de l'État, qui pourra ainsi se concentrer sur ses missions régaliennes, ses missions les plus essentielles et sur lesquelles il dispose d'une vraie expertise. Dans sa majorité, vous l'aurez compris, le groupe Les Indépendants ne votera pas comme M. Ravier ni comme certains autres sur ce banc et s'abstiendra. La parole est maintenant à Guy Benarroche pour le groupe Écologie Solidarité Territoire. Et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame l'auteur Éliane Assassi, Messieurs les rapporteurs, Madame la rapporteure, pardon, chers collègues, la fin du pantouflage et des allers-retours trop opaques entre les hautes sphères de l'État et les cabinets privés avait été clairement érigée en objectif par notre président Emmanuel Macron. Comme cela devient une habitude, les gouvernements du président de la République ont quelque peu déçu sur ce programme, malgré l'espoir de nos concitoyens sur la réelle prise en compte du devoir d'exemplarité. Mais comme pour d'autres décisions de cette gouvernance, je cite, « Ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché ». C'est ce que dit couramment notre président de la République, c'est lui-même qui l'a dit pour d'autres sujets.
La présente proposition de loi s'inscrit dans l'histoire récente des révélations journalistiques d'une augmentation notable des dépenses liées au cabinet de conseil depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Le groupe CRCE avait alors demandé l'ouverture d'une enquête sur l'influence de ces cabinets et la présente proposition de loi s'appuie, Monsieur le Ministre, sur les conclusions de cette commission transpartisane rendue au printemps 2022. Quels sont les reproches formulés à cette explosion des recours au conseil privé, mais surtout, quelles sont les propositions que porte cette loi pour y faire face? Tout d'abord, ce n'est pas le recours même à une expertise extérieure qui est mis en cause, mais bien les mécanismes qui y amènent la transparence nécessaire à ces contrats et les montants consacrés pour parfois des résultats plus que discutables. Le désinvestissement dans la fonction publique, qui ne résulte pas seulement de l'action de ce président, il faut l'avouer, mais aussi de ses prédécesseurs, contribue à ce recours massif. Les sociétés de conseil sont souvent perçues comme un moyen simple et agile dans les moments de surcharge ponctuelle pour pallier au plafond d'emploi. Cela crée en conséquence des pertes de compétences au sein de l'administration ou, quelquefois, l'empêchement de la montée en compétences. Un exemple typique en est la compétence informatique. Certains y voient d'ailleurs l'action de pompiers pyromanes qui ne donnent pas les moyens à l'administration de rester compétente sur ses prérogatives dans le but de justifier ces recours coûteux à une poignée de grosses entreprises de conseil. Pourtant, une grande majorité des entreprises de conseil de moindre échelle restent loin du pouvoir et des pratiques de ces grands groupes. Cette dynamique de recours décuplée au cabinet de conseil est aussi critiquée dans son manque de transparence. Résultat d'études coûteuses, Éliane Assassi nous l'a rappelé, non publiées, par exemple dans l'Éducation nationale, doublant de missions, vous nous l'avez également rappelé, privées-publiques, par exemple pour la prise en charge de la petite enfance. Cette opacité dans le recours, que ce soit dans la définition du besoin réel ou dans l'effectivité réelle des rendus, est source de défiance de nos concitoyens, y compris dans notre système démocratique. Au vu de toutes les problématiques révélées par la commission d'enquête sénatoriale, qui, au-delà de marquer les dérives, a pu proposer 19 recommandations, notre collègue a donc souhaité travailler la proposition de loi que nous vous proposons aujourd'hui. Si nous apprécions ce texte, nous pensons que certains points méritent, si ce n'est amélioration, au moins une discussion. Je tiens par exemple, au nom de mon groupe, à regretter les décisions d'irrecevabilité qu'ont subies nos amendements alors qu'ils concernaient explicitement les pouvoirs de contrôle et de sanction conférés à la haute autorité pour la transparence de la vie publique en vue de faire respecter ses obligations par les prestataires de conseil et les consultants, comme indiqué dans le document de la commission des lois qui fixe les règles relatives à l'application de l'article 45. Un de ces amendements irrecevables s'inscrivait de plus dans la lignée d'une recommandation de la mission d'évaluation de la loi Sapin 2, menée en 2021 par deux députés, Olivier Martex des Républicains et Raphaël Gauvain de La République En Marche, dans sa proposition numéro 42 du rapport d'évaluation. Il ne faisait en plus que répondre à une demande même de la HATVP qui est explicitement dans un rapport d'octobre 2021 à sa proposition numéro 12 demandé de doter la haute autorité d'un pouvoir propre de sanction administrative en cas de manquement à l'obligation de dépôt d'une déclaration d'activité, la sanction étant proportionnée à la gravité du manquement et à la situation de la personne poursuivie. Nous le regrettons vivement. Déjà, ce périmètre nous apparaissait particulièrement restreint, ne permettant pas une discussion globale sur les lobbies et les liens d'intérêt entre public et privé. Notre groupe est certes minoritaire et notre position, hélas, parfois aussi. Mais le refus de discussion au travers de décisions irrévocables d'irrecevabilité pénalise l'exercice démocratique qui est le nôtre. Pour en revenir au texte, à ces mesures novatrices, nous y sommes globalement favorables. Pour autant, la plupart des dispositions de cette PPL sont d'ordre normatif, mais certaines d'entre elles revêtent un caractère réglementaire. Elles ont donc pour objectif d'inciter le gouvernement à opérer des changements dans les règles déontologiques. C'est bien là que le bât blesse, tout comme lors de la création de la HATVP, c'est l'écriture des décrets qui parfois ne suit pas. C'est pourquoi nous aurons à cœur de discuter et d'entendre les gages que donnera le gouvernement pour une réelle transformation de ce recours excessif au cabinet de conseil, les gages pour permettre à la HATVP de pouvoir fonctionner correctement, et notre groupe votera pour cette proposition. Merci, cher collègue. Et la parole est à Nicole Duranton pour le groupe RDPI. Et pour 6 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues.
Les pouvoirs publics ont toujours eu besoin de s'appuyer sur des compétences extérieures. C'est une réalité ancienne qui ne date pas uniquement depuis l'élection présidentielle de 2017, mais existe déjà depuis de nombreux quinquennats et s'est accélérée depuis 2007. RH, informatique, gestion de données massives, communication, analyse comparative, les besoins sont en réalité nombreux. Pourquoi ? D'abord, certains champs d'expertise très spécialisés le nécessitent. Ensuite, un arbitrage apaisé appelle parfois un regard extérieur. Enfin, l'urgence ou le lancement d'un projet implique l'action rapide et coordonnée d'un grand nombre de consultants agissant uniquement dans un laps de temps déterminé, ce qui se prête mal au processus de recrutement de fonctionnaires. Pour autant, le besoin ne sera pas toujours aussi important que durant la crise Covid. D'une part, nous avons vécu ces dernières années dans une accumulation de crises globales tout à fait inédite. D'autre part, chaque administration travaille son attractivité afin de recruter en interne ses compétences. Je voulais également souligner que nous ne sommes pas les plus mauvais élèves en Europe. Ainsi, en 2018, un rapport souligne que, comparé aux autres pays européens, le conseil au secteur public apparaît limité en France. Les chiffres sont 5 fois plus élevés en Allemagne et 4 fois plus au Royaume-Uni. La résolution numéro 111 a été enregistrée à la présidence du Sénat le 27 octobre 2021. Une commission d'enquête a ensuite été constituée. Donc cette commission, dont j'étais membre, a entendu pendant 4 mois 47 personnes sous serment, lu les réponses à 131 questionnaires et analysé 7300 documents, comme mes collègues l'ont déjà souligné. Le rapport a été rendu le 16 mars dernier. Et je salue le fait que le gouvernement ait pris en considération les recommandations lors de l'élaboration du nouvel accord cadre plafonnant les dépenses de conseil, renforçant la transparence et améliorant l'évaluation. Par ailleurs, le gouvernement a d'ores et déjà publié un jaune budgétaire annexé au PLF 2023 et intitulé « Recours au conseil extérieur ». Il s'agit là d'un pas supplémentaire vers plus de transparence. Compétence, souveraineté, démocratie et légitimité de la décision. Voici autant d'enjeux que cette pratique implique et qu'il convient de sécuriser. Le Premier ministre avait déjà publié le 19 janvier une circulaire portant l'objectif ambitieux de diminuer de 15% le volume de prestations de conseil en stratégie en 2022. Toutefois, les dispositions concernant la transparence méritaient d'entrer dans le champ législatif. Je salue le travail préalable, en 2014 et 2015, des rapporteurs pour information de la Commission des finances sur la communication de la Cour des comptes. Le mercredi 12 octobre, la Commission des lois a adopté à l'unanimité la PPL cabinet de conseil. Tous les amendements de la rapporteure ont été adoptés également. Cette proposition de loi vise à traduire dans la loi les préconisations de la commission d'enquête, assurer la traçabilité de la participation des cabinets et garantir une meilleure information des citoyens, mais en aucun cas à supprimer le conseil. Notre groupe, le RDPI, souhaite apporter quelques modifications au texte en déposant 5 amendements. Le premier amendement que nous proposons précise dans l'article 1er le seuil des établissements publics concernant par le champ de la PPL. En effet, il est essentiel d'éviter de faire peser une charge déraisonnable sur des structures de taille réduite. 60 millions, cela correspond au seuil des avances obligatoires versées aux PME dans le cadre d'un marché public, seuil déjà bien connu des acteurs concernés. Le second vise à exclure les prestations des conseils internes à l'administration pour éviter une surinterprétation par le juge. Le troisième réaffirme l'exclusion des prestations de gestion RH et d'expertise informatique. Concernant l'article 11, nous portons un amendement pour que les modalités d'enregistrement des actions de démarchage soient définies par décret, l'objectif étant d'aligner le dispositif sur les règles de droit commun. Enfin, sur l'article 18, il s'agit de limiter les obligations d'audit, souvent très coûteuses, aux marchés les plus sensibles qui le nécessitent.
Durant les travaux de la commission a été développée l'idée d'appliquer le dispositif aux collectivités territoriales. En effet, les régions, les départements, les EPCI et certaines villes font aussi appel au Conseil. Et cela s'inscrit dans la suite logique des choses. Toutefois, cette extension du champ de la loi doit passer par la fixation d'un seuil. Le gouvernement et plusieurs collègues des différents groupes ont déposé des amendements portant ce seuil à 100 000 habitants. Ce chiffre semble tout à fait adapté. Je sais que notre ministre, Stanislas Guerini, aura à cœur de ne pas dévitaliser le texte de la Commission. Il convient de rendre visible l'action de chaque acteur des politiques publiques, d'empêcher toute dérive, mais aussi de ne pas tomber dans la surenchère législative, de ne pas ajouter aux différents niveaux une surcharge de travail et des règles confuses. Le groupe RDPI est favorable sur le principe de cette proposition de loi. Nous serons très attentifs au vote des différents amendements. Le texte issu des travaux de la commission est équilibré et s'inscrit dans la continuité logique des travaux de la commission d'enquête. Il sera nécessaire de veiller à ce que le dispositif puisse facilement être mis en place par l'administration en l'alignant le plus possible sur ce qui existe déjà pour les représentants d'intérêts. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est au questeur Jean-Pierre Sueur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, je voudrais d'abord, au nom du groupe socialiste, remercier très sincèrement nos collègues Éliane Assassi et Arnaud Bazin pour avoir fait, avec tous les membres de la commission d'enquête, un travail tout à fait remarquable. Et ce travail remarquable illustre une fois encore, mes chers collègues, combien le Parlement, et particulièrement le Sénat, peut être utile et efficace lorsqu'il exerce pleinement la mission de contrôle qui lui est dévolue par la Constitution. Donc, merci pour ce travail. Ce travail a permis notamment l'ouverture d'une enquête judiciaire suite à la découverte du non-paiement d'impôts sur les sociétés entre 2011 et 2020 par le cabinet McKinsey, alors qu'il réalise en France un chiffre d'affaires annuel de plusieurs centaines de millions d'euros. C'est inacceptable, impossible que cela continue ainsi. Nous avons également, grâce à la commission d'enquête, découvert que l'État avait dépensé en 2021 plus d'1 milliard d'euros en prestations de conseil de cabinet privé. 45% de plus qu'en 2018. Nous avons découvert que par rapport à la crise sanitaire, il avait été fait largement appel à ces cabinets. Or, mes chers collègues, nos services, les services de l'État, disposent de compétences considérables. Et il est parfois regrettable que l'on fasse appel à des instances privées alors que les services publics disposent des compétences nécessaires. Je voulais dire aussi que un jour, j'ai appris qu'un ministre avait fait appel à un cabinet de conseil pour rédiger l'exposé des motifs d'une proposition de loi, d'un projet de loi. C'est absolument insupportable. Si un ministre ne peut pas rédiger les raisons pour lesquelles il présente un projet de loi, alors c'est à désespérer de la politique. Donc, ne mélangeons pas tout. Il est vrai qu'il est des domaines dans lesquels il est utile de faire appel à des compétences extérieures à l'administration, personne ne le conteste. Mais encore faut-il que cela soit fait en toute transparence. Alors, mes chers collègues, nous avons déposé, nous aussi, quelques amendements pour élargir le champ. Alors, je sais bien qu'on nous a dit, Madame la rapporteure, vous nous avez dit, finalement, il nous est apparu plus sage de nous en tenir strictement au champ de la commission d'enquête. J'entends cet argument. Mais rien n'empêche le législateur que nous sommes d'aller plus loin.
Absolument rien. Et si les principes sont bons au terme des travaux de la commission d'enquête, pourquoi ne pas élargir le champ? C'est pourquoi nous avons, nous aussi, pensé aux collectivités locales d'une certaine importance, chers collègues, plus de 100 000 habitants. Nous avons pensé à la Caisse des dépôts et consignations et nous avons aussi pensé aux assemblées parlementaires. Parce qu'enfin, ne serait-il pas logique que nous appliquions à nous-mêmes les excellentes règles qui ont été formulées dans le rapport? C'est une question. Alors, nous avons déposé un amendement en prenant soin dans sa rédaction, j'insiste là-dessus, qu'il préserve intégralement l'autonomie des assemblées parlementaires, c'est-à-dire que c'est le bureau de chaque assemblée qui décidera des modalités de mise en œuvre. En tout cas, il nous apparaît, on pourra en discuter bien entendu, et diverses méthodes sont peut-être possibles pour atteindre ce but. Le but, c'est quoi? C'est la transparence. Et nous avons grand intérêt dans ce domaine, comme en beaucoup d'autres, à jouer la carte de la totale transparence à l'égard de nos concitoyens. Il est un livre très ancien qui a connu quelques succès, et je terminerai là-dessus, Monsieur le Président et Madame la rapporteure, dans laquelle on peut lire cette phrase « La vérité vous rendra libre ». Je vous remercie. Merci. Et la parole est à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe communiste républicain, citoyen et écologiste pour également 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les cabinets de conseil privés, acteurs de l'ombre, omniprésents pourtant, tentaculaires à juger la commission d'enquête sénatoriale, ont été démasqués, dévoilés, mis au grand jour. Les parlementaires du groupe CRCE sont à l'origine. Ils ont conduit, par le biais de notre présidente, avec les membres de la commission d'enquête et le président Arnaud Bazin, une investigation qui, je le dis, nous a dépassés. Nous a dépassés d'abord par la résonance populaire que les travaux ont eue. Les cabinets de conseil constituent désormais un objet politique identifié et controversé. Nous devons collectivement nous en féliciter. Elle nous a dépassés aussi par l'impérieuse nécessité de légiférer rapidement, c'est ce que nous faisons ce soir, pour traduire en actes les constats partagés par les membres de la commission d'enquête à l'unanimité. Si le recours à des cabinets de conseil est ancien, son ampleur est inédite. 1 milliard d'euros en 2021. Ce qui diffère d'hier, c'est surtout une croyance toujours plus affirmée qui transparaît depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, les sachants étant les cabinets de conseil, les autres sont dans l'administration. Le monopole de la vérité objective et rationnelle incomberait à des cabinets connus pour appliquer à des problèmes différents les mêmes recettes, économie d'échelle oblige. Nous nous souvenons des mots de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, le 12 décembre 2007, dès les premiers mots de sa présentation de la fameuse révision générale des politiques publiques, je cite « La réforme de l'État, je l'ai promise, je la ferai parce que nos finances publiques doivent être redressées ». Ces mots, matérialisés par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, ont porté un coup important à la capacité de la fonction publique de mener à bien ses missions. Chacun reconnaît aujourd'hui que la dérive est allée beaucoup trop loin. Il faut consacrer le retour du politique comme maître de l'action publique. Nous fûmes bien les seuls à proposer, dans le cadre de l'examen de la révision de la LOLF du 28 décembre 2021, relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, la suppression de la fongibilité asymétrique, terme barbare qui permet de redéployer le budget du personnel vers des dépenses différentes, investissements, intervention ou consulting, entre guillemets, permettez-moi cet anglicisme, mais qui interdit le mouvement inverse. Cette logique libérale est mortifère. Je souhaite que tous nos concitoyens et nos concitoyennes défient ces mécanismes libéraux de réduction de l'emploi public au prétexte d'une prétendue obésité de l'État. Le collectif Nos services publics explique cet effet pervers. De diminuer le coût du service tout en maintenant sa qualité, on en réduit la qualité tout en dégradant les finances publiques. Fin de citation, par le fait notamment de rémunérations beaucoup plus élevées pour les cabinets de conseil.
Feignant de soutenir la proposition de loi transpartisane du Sénat, le gouvernement et ses alliés révèlent leur volonté de miner le texte quelque part à grands coups d'exclusion et de suppression. On ne peut pas prétendre encadrer le recours au cabinet de conseil et en même temps leur faire béatement confiance. On ne peut pas prétendre encadrer les cabinets de conseil et en même temps exclure des consultants au titre de leur statut. On ne peut pas prétendre encadrer le recours au cabinet de conseil et en même temps saper les obligations déontologiques que prévoit la présente proposition de loi. Pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, mais votre en même temps n'est pas l'équilibre, c'est le laxisme. C'est la poursuite de la connivence entre le cabinet de conseil et le gouvernement. Les contrats massifs passés durant l'été et en ce début d'automne montrent que vous n'avez tiré jusqu'ici aucune leçon sur le fond des travaux de la Commission et entendez bien vous limiter à des déclarations d'intention. Tout au long du processus, vous n'avez eu de cesse de miner les travaux de la Haute Assemblée, sentant que la situation vous échappait quelque peu. Publication d'un rapport à l'Assemblée, circulaire opportune la veille d'une audition du ministre, conférence de presse de ministre en pleine campagne présidentielle et publication d'un jaune budgétaire incomplet avant même le vote de la proposition de loi. Les mots du président alors candidat sont teintés de vérité. Sur McKinsey, on est mauvais comme des cochons, les enfants. Je prends un instant car vous connaissez mon appétence en matière de lutte contre la fraude fiscale et toutes les formes d'optimisation intolérables. La Commission a prouvé que McKinsey ne payait pas d'impôts sur les sociétés depuis 10 ans, alors même que celle qu'on appelle la firme réalisait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année et captait de l'argent public. Merveilleux Delaware, qui compte 970 000 habitants et 1 600 000 sociétés enregistrées. Chers collègues, nous sommes fiers de ce texte, fiers de l'esprit de construction transpartisane qui nous a animés. C'est un point de départ bienvenu pour celles et ceux qui pensent encore que l'État peut et que l'État doit garantir l'intérêt général. La parole est à présent à Madame Nathalie Goulet pour l'Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le rapporteur, arrivé en 9e position, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voudrais revenir sur nos travaux avec quand même une petite aigreur, c'est de ne pas avoir eu l'idée moi-même de cette commission d'enquête. J'en ai une très grande frustration et je remercie Éliane Assassi et son groupe d'avoir eu cette idée que je n'avais pas eue. Je m'étais limitée lors d'un rappel au règlement à un débat sur le sujet et voilà que la commission d'enquête est arrivée. Le sujet mérite et les travaux de notre commission d'enquête, dont j'ai eu l'honneur d'être vice-présidente, en sont le témoin, méritent qu'on s'y soit penché. Le sujet est important au plan financier, la part du privé dans la décision publique, dans quelles conditions, sous quelles garanties. C'est un sujet qui n'est pas que philosophique, tant notre société est friande et ouverte aux conflits d'intérêts qui sont, à mon sens, le pire cancer de la politique. Encore une fois, il n'a jamais été question d'interdire le recours au cabinet conseil, mais d'encadrer ces recours pour plus de transparence afin d'assurer une plus-value réelle. Sans l'interdire, on peut s'interroger sur le fait que l'État a de plus en plus recours à ces cabinets, y compris pour les politiques publiques les plus sensibles. C'est une tendance à ubériser le pouvoir régalien qui est, de mon point de vue, relativement inquiétante. C'est une philosophie dont certains, dont je fais partie, ont difficulté à accepter, placardiser la haute fonction publique en lui préférant à prix d'or des cabinets extérieurs privés. C'est dévaloriser, c'est paupériser la haute fonction publique et les inspections générales, dont nous savons très bien qu'elles regorgent de compétences, souvent et rarement écoutées ou entendues. En page 39 du rapport, vous avez une déclaration de Martin Hirsch qui a confirmé le malaise que peuvent ressentir les agents. Autant le fait de travailler, y compris dans le corps médical, sur un projet donné avec un regard extérieur ne pose aucun problème, autant le fait d'avoir une sorte d'abonnement auprès de grands cabinets de consultants et de personnes pour lesquelles l'hôpital n'est qu'un client n'était pas perçu positivement. En page 13 du rapport, les agents de l'OFPRA déclarent ainsi « J'ai l'impression que nous sommes régulièrement infantilisés ». Il faut rappeler qu'un cabinet conseil pour ce sujet fournissant une prestation pour réduire les délais de traitement des demandeurs d'asile, délai qui n'est toujours pas réglé d'ailleurs,
a perçu 485 818 €. La valeur ajoutée n'est pas immédiatement perceptible. Moderniser, ce n'est pas paupériser. Comme moderniser notre diplomatie n'aurait pas dû être un petit matin d'un petit lundi de Pâques, de supprimer la fonction, le corps diplomatique, ni de supprimer l'ENA, ni le corps préfectoral au 1er janvier 2023. Je ne crois pas à ces réformes en faux, qui ne sont que des réformes en trompe-l'œil, d'ailleurs jamais évaluées. Donc le sujet n'est pas uniquement technique, il est politique. Et donc c'est à juste titre le groupe CRCE s'y est penché. Le gouvernement a d'ailleurs été contraint de réagir face aux travaux menés en toute transparence avec des auditions ouvertes au public qui sont toujours en ligne. Le 19 janvier 2022, sous la rubrique « Il faut sauver le soldat Montchalin », une circulaire a été publiée le matin même de l'audition, même pas la veille, pour limiter le recours des ministères au cabinet conseil. Circulaire insuffisante, mais attestant de la gêne, on peut se le dire, on est entre nous, il est tard, du gouvernement face aux effets de nos auditions publiques. Bon, un mot sur le périmètre. Alors là, je suis prise d'une double sincérité franchement centriste. Il est évident que la question des collectivités locales se pose. Elle se pose. Il n'y a pas de volonté de ne pas traiter la question des collectivités locales. Mais pour les régions, les départements, les grandes métropoles, les intercommunalités, c'est un sujet à part entière. Et nous ne l'avons pas traité durant notre commission d'enquête. Nous n'avons pas eu une seule audition sur le sujet. Nous n'avons consulté aucune des associations d'élus. C'est pourquoi notre groupe sur ce sujet s'abstiendra sur les amendements. Pour une raison très simple. Un, ça n'a pas été traité lors de la commission d'enquête, mais surtout, les associations d'élus n'ont pas été consultées. Et donc, de notre point de vue, il est tout à fait inacceptable de les intégrer dans ce dispositif sans avoir été entendus. Donc, notre commission d'enquête a clairement défini le périmètre. La proposition de loi est cadrée sur les travaux de notre commission d'enquête. Les collectivités locales, je vous l'accorde, Monsieur le Ministre, et j'accorde à mes collègues qui ont déposé les amendements, c'est un vrai sujet. Je pense que de ce point de vue-là, on pourra avoir une autre mission, une mission flash. Monsieur le Ministre, vous pouvez nommer quelques parlementaires en mission sur le sujet. On pourra d'ailleurs travailler aussi sur les centrales d'achat. Ce sera aussi important. Sur les prestations de conseil et le recours au cabinet d'avocats, le Conseil national des barreaux s'est vanté sur les réseaux d'avoir obtenu un résultat et d'être exclu du périmètre de contrôle. Voilà le tweet mortifère du Conseil national des barreaux. Nous venons de faire modifier la proposition de loi sur l'encadrement des cabinets dits de conseil. Cette proposition sénatoriale prévoyait d'englober dans son périmètre les prestations de conseil juridique. Oui, mais enfin... Monsieur le ministre, vous savez que sur les directives européennes, nous avons eu exactement le même type d'irritant. Lorsque des cabinets d'avocats montent, sujet cher à mes collègues du groupe communiste, républicain et citoyen et à Éric Bocquet, tout un tas de pyramides pour faire de l'optimisation, voire de la fraude fiscale, il est évident qu'il fallait les rentrer dans les dispositifs légaux. Donc, le texte est comme ça pour l'instant, mais je pense que sur ce sujet, il faut travailler. Il faut travailler avec les bâtonniers. Il faut travailler dans le domaine réglementaire et il faut améliorer les dispositifs de transparence. Vous ne pouvez pas consulter un cabinet d'avocats sur la loi sur les mobilités en ignorant absolument s'ils sont ou pas l'avocat de telle compagnie de Vélib ou de telle autre société pour lequel il y aurait sinon des conflits d'intérêts, du moins des liens d'intérêts qui poseraient un certain nombre de problèmes. Je pense que ce sujet est un sujet extrêmement important et qu'il faut le traiter parce que, encore une fois, comme je l'ai dit au début de mon intervention, le conflit d'intérêts est, de mon point de vue, le pire cancer de la vie publique. Alors, un petit mot sur l'article 8 quand même qui va provoquer quelques remue-ménages. C'est des nouveaux, évidemment, pouvoirs de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Bon, moi, je considère que c'est une bonne disposition. Et puis... Il y a eu aussi un problème, Monsieur le Ministre, pendant les débats auxquels j'ai quand même été relativement présente. Toutes ces prestations de conseil n'ont absolument aucune coordination, ni avec France Stratégie, ni avec le commissariat au plan. Et je dois dire que ce défaut d'articulation nous a laissé intantiner
songeur. Donc le rapport fourmille de 7 300 documents, 4 millions d'euros pour McKinsey, 41 millions pour 68 commandes pour la crise sanitaire, 485 000 euros pour l'étude sur la réduction du temps des attentes des demandes d'asile, dont on sait très bien que ça n'a pas du tout fonctionné, sans parler de McKinsey, agent de liaison entre l'État et les agences de santé publique pour 169 440 euros. N'est-ce pas, pour 5 mois d'études. Tout cela ne semble pas du tout raisonnable. Je pense que cette commission d'enquête est une excellente plus-value pour notre haute assemblée, que c'est une haute plus-value pour le travail parlementaire et c'est une haute plus-value pour le travail républicain que nous menons. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. En effet, la question est légitime et c'est une des premières questions que nous nous sommes posées avec Éliane Assassi après la fin des travaux de la commission d'enquête pour savoir ce que nous allions retenir dans la proposition de loi dont nous débattons ce soir. Il nous est assez vite apparu qu'il ne fallait pas inclure les collectivités territoriales pour les raisons qu'a rappelé la rapporteure, mais je voudrais insister sur 2 points qui sont à mon sens tout à fait déterminants. Le premier point, c'est que l'influence des cabinets de conseil sur l'État concerne à l'évidence des sujets beaucoup plus vastes, y compris dans le domaine de la défense nationale ou dans le domaine sanitaire. Elles intéressent toute la nation, tandis que les décisions prises dans un département ou dans une région, si elles ne sont pas négligeables, sont quand même beaucoup plus limitées dans leurs conséquences. Et puis surtout, pourquoi est-ce que nous sommes là ? Parce que nous avons constaté qu'il est nécessaire de renforcer la transparence. On a dit transparence, contrôle du recours, déontologie. Mais le premier point, c'est la transparence. Et il nous a fallu tous les outils d'une commission d'enquête, avec tous ses pouvoirs qui ne sont pas minces, audition sous serment, communication obligatoire des documents, vérification sur place et sur pièce, pour savoir ce que l'État dépensait en matière de cabinet de conseil, de consultants. Il nous a fallu tout ça. Donc pour avoir notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement, il nous a fallu tous ces moyens. Nous avons prévu de les faire entrer dans la loi. Mais que se passe-t-il dans les collectivités territoriales ? Il y a des assemblées délibérantes, il y a des oppositions, il y a des communications obligatoires de documents. Quand j'étais président du département du Val-d'Oise, j'ai fourni à mon opposition tout un ensemble de documents et ils ont le compte administratif, les comptes de gestion par ailleurs. Et puis il y a aussi l'encadrement par les services de l'État, par la trésorerie qui vérifie que les décisions sont conformes à ce qui a été voté. Donc il y a tout un appareil, tout un contre-pouvoir qui est déjà en place dans les collectivités locales. Ça n'empêchera pas de se pencher sur le sujet, mais je veux dire que les choses sont absolument pas symétriques et absolument pas comparables. C'est pourquoi nous avons choisi de ne pas retenir les collectivités territoriales. Ensuite, Madame Assassi. Oui, très rapidement, parce que le président Bazin vient de dire un certain nombre de choses que je souhaitais également dire. C'est normal puisque nous avons travaillé ensemble. Mais je crois qu'il faut quand même rappeler qu'avec la commission d'enquête, nous avons documenté l'influence des cabinets de conseil sur, Monsieur le ministre, les décisions de l'État, de ses établissements publics et des hôpitaux. Nous avons aussi intégré les hôpitaux dans les travaux de notre commission d'enquête. Sur les collectivités, aujourd'hui, parce que j'entends bien évidemment les amendements qui sont déposés par nos collègues, et je pense qu'il ne faut pas être sur la défensive sur le sujet. Il faut savoir l'aborder frontalement, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons été plusieurs à émettre l'idée que Monsieur le ministre puisse rencontrer les associations d'élus pour avoir un échange approfondi avec elles sur ce sujet, et que cela puisse sans doute peut-être faire l'objet d'un rapport. On a parlé, je crois que c'est Madame Goulet tout à l'heure qui proposait pourquoi pas une mission flash, mais des parlementaires pourraient aussi demander une mission d'information, une commission d'enquête sur le sujet, parce que c'est un vrai sujet, on ne se le cache pas. Il y a des collectivités parmi les plus importantes qui effectivement ont recours à des cabinets privés. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucune donnée consolidée sur le niveau des dépenses de conseil des collectivités territoriales. Puis, Monsieur le ministre, excusez-moi, mais il y a quand même un paradoxe à vous voir très disposé pour étendre la PPL aux collectivités, alors que vous avez déposé plusieurs amendements pour réduire l'ambition de notre texte sur ses propres services. Et enfin, Madame Gatel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la rapporteure. Je voudrais tout d'abord
à mon tour me réjouir du travail qui a été conduit par les présidents Assassi et Bazin. Je trouve que ça illustre parfaitement la capacité du Sénat à dépasser les clivages, à prendre le temps de travailler sur le fond, sur des vraies questions et des sujets importants. Monsieur le ministre, moi je partage la nécessité pour l'État comme pour les collectivités de recourir à des expertises extérieures. Et en tout cas, il n'est pas dans l'intention du groupe centriste de pratiquer une sorte de chasse aux sorcières. Maintenant, nous sommes tous d'accord sur la nécessité de plus de transparence, d'exigence et de contrôle. Monsieur le ministre, vous avez raison. Se pose la question des collectivités. Il ne faudrait pas que quelqu'un, en nous écoutant ce soir, ait l'impression que nous nous dérobions et que nous voulons échapper à la transparence. C'est pas le genre de la maison et cette haute chambre, voilà. Mais monsieur le ministre, vous avez salué la qualité, la rigueur du travail qui a été fait. La qualité et la rigueur conduisent à avoir eu une expertise, une évaluation, à faire des propositions. Maintenant, la mission, elle a écarté de son champ de travail les collectivités. Maintenant, vous voyez bien que nous disons tous qu'il y a un champ à investiguer, mais pardonnez-nous, nous n'allons pas décider à la hussarde, à 24 heures, enfin même un peu plus, de ce qu'il va arriver aux collectivités, alors même que nous ne les avons pas entendues et que nous ne cessons, vous comme nous, y compris le président de la République et les collectivités, de déplorer le fait qu'il peut arriver à quelqu'un de prendre une décision sur un coin de table ou au coin d'un fauteuil, d'imposer, puis après on se dit zut, ça ne marche pas. Donc, monsieur le ministre, d'ailleurs, si je puis me permettre, sans malice, je me demande pourquoi sur votre amendement, il manque les métropoles de Marseille et de Paris qui ont un statut particulier. Mais peut-être ai-je mal lu votre proposition et qu'on voit bien qu'on a un éventail de propositions qui nécessitent, monsieur le ministre, avec sérieux et avec exigence, d'aller investiguer. Mais ce soir, je pense que vous seriez le premier à regretter ce que nous pourrions faire, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc que la mission soit poursuivie ici ou que l'Assemblée nationale prenne le sujet, moi je suis OK, mais sincèrement, on ne peut pas décider d'un truc comme ça sans en avoir parlé aux associations d'élus. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Joly. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord vous dire que j'ai été maire, j'ai été président d'une intercommunalité, j'étais président d'un syndicat mixte et j'ai été président d'un département également. Vous dire que j'ai pu constater des dérives en matière de recours à des cabinets conseils et je fais un pas par rapport aux enjeux déontologiques. Je parle plutôt sur le contenu de ce recours parce qu'il est parfois fait recours, parce que la loi suscite ce recours à des cabinets conseils à travers des exigences telles que l'élaboration d'un certain nombre de documents stratégiques de développement ou autres, à travers des documents d'urbanisme, et que cela peut avoir des conséquences particulières. Tout d'abord, la standardisation des approches sur la manière d'aborder les sujets. On a des formes de copier-coller, alors sinon matériel, au moins intellectuel, à un moment où il nous faut repenser l'ensemble des concepts, l'ensemble des compromis sur les différents enjeux de société. Également évoqué souvent par rapport à des documents, ou en tout cas des schémas qui ne sont exigés, une absence, parfois une insuffisance de maîtrise des travaux par les fonctionnaires de la collectivité territoriale, parfois par les élus, qui conduit à une forme, entre guillemets, de délégation de pouvoir. Il s'agit, à travers effectivement ce regard sur l'intervention des cabinets conseils, de s'assurer qu'on n'a pas cette facilité du recours aux cabinets conseils et que ce soit effectivement réservé là où il est nécessaire d'avoir des expertises, en particulier techniques, nécessaires pour pouvoir mener et définir les politiques locales. Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, juste un mot pour compléter ce qu'a dit Françoise Gatel tout à fait légitimement, et ce que j'avais annoncé à la tribune d'une double sincérité très centriste. Nous allons nous abstenir sur l'ensemble de ces amendements, parce qu'effectivement, il y a un sujet, donc il n'est pas question de voter contre, et en même temps, le périmètre de la mission et la nécessité d'avoir des auditions et un travail plus précis fait qu'on ne peut pas voter pour, donc nous nous abstiendrons. Bien. Monsieur Capu. Les discussions que nous avons sont très intéressantes. Elles démontrent le fait que ce texte est extrêmement complexe. D'un côté, on dit
la notion de déontologie n'est pas une notion de chiffre d'affaires ou de budget de fonctionnement, et donc on ne peut pas l'appliquer aux établissements publics administratifs de plus de 60 millions d'euros de budget seulement, et de l'autre on dit on ne peut pas appliquer cet article aux collectivités territoriales qui ont 100 000 habitants, c'est-à-dire un budget de fonctionnement de près de 500 000 euros au moins. Et on a dit aussi que la déontologie, elle commençait, le conflit d'intérêts, c'était le cancer de nos institutions. On voit bien, et la définition de l'article le démontre, qu'on a une difficulté à faire le périmètre et qu'on dit en fait un peu tout et son contraire sur le même article. C'est la raison pour laquelle il me semble que ce texte n'est pas prêt. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai. Madame la rapporteure. Non, simplement sur quelques éléments qui ont été apportés. Je pense que jusque-là, chacun a évité de caricaturer les propos des autres, et donc il est important que nous puissions d'abord continuer à avancer ainsi. Donc voilà, je pense qu'aucun collègue ici n'a dit à aucun moment donné que la question des collectivités territoriales n'en était pas une. La seule chose sur laquelle je crois plusieurs alertes. Tout d'abord, notre collègue Arnaud Bazin le rappelait précédemment, il existe aujourd'hui des mécanismes, alors je ne sais pas si on doit dire de contrôle, de régulation, de transparence ou d'information dans les collectivités territoriales qui sont différents de ceux qui sont mis aujourd'hui dans la plupart des administrations de l'État. Deuxièmement, cela a été dit par Madame Assassi, par Madame Gatel, par un certain nombre d'autres, la volonté que cette question des collectivités territoriales, notre collègue Reichart également, ne soit pas simplement, entre guillemets, la roue tourne nous correspondant à telle référence à l'article du Code général des collectivités territoriales, mais qu'il y ait plus largement une expertise et surtout une réflexion avec celles et ceux qui au quotidien les administrent, c'est-à-dire les élus locaux en situation d'exécutif aujourd'hui. Et puis, mais je le redis, c'est-à-dire parce que je viens d'entendre ce qui a été dit par notre collègue Capu, mais non, aujourd'hui, cette proposition de loi, si on rentre les collectivités territoriales, effectivement, j'aurais envie de dire, je pourrais vous donner raison, tout un certain nombre d'articles vont devenir complètement incompréhensibles. Mais par exemple, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on exige à l'article 8 pour les collectivités territoriales ? Alors bon, vous allez me dire, Monsieur le Ministre, de toute façon, il veut le réécrire. Donc ça, c'est pas trop grave, mais j'ai envie de vous dire, je crois qu'il faut qu'on fasse attention et qu'il y a justement une cohérence trouvée jusque-là, que la Commission, en tout cas, s'est essayé de préserver. C'est pour cela que je réémets des avis défavorables sur ces 4 amendements. Monsieur le Ministre. Point très rapide qui seront mes derniers mots sur ce premier débat. D'abord, en rebondissant sur le dernier point, qu'est-ce qu'on fait pour les établissements publics dont vous avez choisi de ne pas mettre de seuil dans l'article 1er en concernant un certain nombre de mesures, vous citez celle de l'article 8. C'est exactement la même question qui va se poser pour certains établissements publics de petite taille. Je veux simplement le notifier. 3 points sur les sujets qui ont été abordés. D'abord, sur la question des seuils, je peux comprendre le syndrome de la page blanche au moment de rédiger. Je veux simplement dire que le seuil et la rédaction même que nous avons choisie, c'est l'exacte rédaction qui a été adoptée par cette Assemblée sur la loi de transparence de la vie publique de 2013. Exactement la même. Donc, d'une certaine façon, je voudrais enlever vos préventions sur ce sujet-là. 3e point, il me semble, Monsieur le Président Bazin, qu'il y a un argument qui est quelque peu circulaire. Vous dites, au fond, il ne faut pas prendre les mesures pour les collectivités parce que nous n'avons pas une bonne connaissance du recours aujourd'hui par les collectivités au cabinet de conseil. Mais justement, la proposition de loi, dans les discussions que nous allons avoir juste après sur les articles 3, 4 et 8, permettent de faire plus de transparence en listant les recours aux prestations par les cabinets de conseil. Et puis, dernier point, vous dites, au fond, ce ne sont pas exactement les mêmes enjeux déontologiques pour l'État, dont le champ est plus large, que pour un certain nombre de collectivités. C'est l'argument que vous avez mentionné tout à l'heure. Cet argument-là,
pardon, mais je ne peux pas le partager. Les enjeux des collectivités sont des enjeux de la vie quotidienne des Français, sur les questions extrêmement centrales de logement, d'action sociale, de transport. Je crois que ce sont des enjeux sur lesquels les enjeux de déontologie sont tout aussi existants que ceux qui concernent l'État. Et donc c'est la raison pour laquelle je persiste à émettre un avis favorable sur ces amendements. Je mets aux voix. Mes chers collègues, nous sommes toujours d'accord pour finir cette nuit. Nous sommes à 3/4 d'heure pour ne pas encore avoir examiné 6 amendements. Monsieur Riquier. Oui, Monsieur le Président, je voulais vous dire simplement que le seuil de 10 000, c'était un premier jet, on l'a trouvé trop bas, on l'a mis à 100 000. Mais je dis, pour accélérer les choses, que je retire l'amendement numéro 1 et je retire le numéro 45 au profit du 44. Entendu. Donc il nous reste l'amendement 24 de Monsieur Sueur que je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas adopté. L'amendement 44 du gouvernement avec avis défavorable de la commission qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Résultat du scrutin, votant 344, exprimé 331 pour le projet de la proposition de loi 331 contre 0. La proposition est donc adoptée.